Bonjour les amis, amis de l'écriture, amis de la lecture, amis du cinéma. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 août 2024, donc c'est pour une petite session de vlog que j'improvise un petit peu en fait, hein, mais c'est pour faire le point parce que à partir de ces jours-ci, je pense quand même que je vais prendre un peu une nouvelle orientation et donc c'est pour faire un petit peu le point sur tout ce qui est en cours et tout ce qui est fait. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu du recueil de nouvelles, La Corne d'écume. Alors aujourd'hui, tout est terminé, les textes bien sûr, les illustrations, j'ai d'ailleurs mis en ligne le dernier teaser, le 10e, donc il y a quelques jours. Par conséquent, là j'ai regroupé l'ensemble des documents, des illustrations, mais aussi des textes, et j'ai commencé ce matin en fait la mise en forme du livre à venir. Alors voilà ce qui va se passer, donc je ne vais plus en parler pendant quelques temps parce que là, les étapes qui s'annoncent sont des étapes un petit peu avec un caractère un petit peu administratif et peut-être pas intéressantes. Je n'en parlerai que si vraiment il y a des mésaventures à extraire de cette étape. Donc je vais avoir donc la mise en page, donc les dépôts divers, dépôts légaux, il va falloir aussi des numéros d'ISBN, enfin bon, tout un tas de trucs. Il va falloir que j'écrive une 4e de couverture, que je mette en ligne sur Amazon, donc KDP. Tout ça, je vais le faire. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. C'est aussi une première fois, une première pour moi, donc je ne sais pas exactement combien de temps ça prend, mais je vais le découvrir. Donc je vais m'en occuper, mais ce n'est plus du travail d'écriture, hein. Là c'est vraiment du travail de fabrication. Ah, bonjour Satya. Oui, Satya, je vais continuer à parler, hein, vous le savez, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle vient, elle est toujours avec moi, et elle ne peut pas s'empêcher de faire un petit passage. Donc je disais, voilà, donc je ne vais pas parler de cette étape, sauf s'il y a vraiment des choses importantes qui ressortiraient, mais je ne reparlerai du recueil de nouvelles que une fois qu'il sera en fait disponible, en gros, au moins disponible sur Amazon, c'est-à-dire que la prochaine fois que je vous en parlerai, eh bien, le livre théoriquement sera fini, terminé et accessible et vendable. Bon, bien sûr, ça sera dans un premier temps Amazon parce que après j'ai aussi tout le travail à faire avec la création d'un site. Là aussi, j'ai beaucoup de travail, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper pour le moment. Et je vais également, en parallèle de tout ça, commencer à travailler sur le 2e recueil de nouvelles, hein. J'ai déjà 2 projets. Alors je vous avais dit que je reprendrai 2 ou 3 nouvelles de La Corne d'écume pour ce 2e recueil, mais là je travaille sur 2 nouvelles. Alors il y en a une qui sera, c'est un projet original, c'est une nouvelle qui se déroulera pendant un tournage de film, mais nous en reparlerons, hein, nous aurons l'occasion. Et l'autre, en fait, ce sont 2 anciennes nouvelles que j'avais déjà écrites en grande partie, mais pas tout à fait terminées. Je vais les fusionner pour en faire une seule. Donc actuellement, voilà où j'en suis pour ce projet de 2e recueil qui, bien sûr, n'a pas encore de titre. Mais là aussi, j'aurai l'occasion largement d'y revenir au cours des semaines et des mois à venir. Alors je vais m'arrêter là, donc je ne vais pas, vous aurez pendant quelques temps, quelques semaines, peut-être, je sais pas, 1 ou 2 mois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, vous n'aurez pas spécialement d'informations sur La Corne d'écume, puisque ce sera en cours de, j'ai envie de dire, de publication. Voilà. Donc je m'arrête là, je vais vous parler d'un 2e
aussi d'une deuxième chose qui s'est mise en place là il y a une semaine. Donc je vous avais dit que je me lancerai dans une lecture commune suite alors à la lecture commune précédente de Cathy de Michael McDowell que nous avions faite avec donc il s'appelle Gilles, hein, je crois que je vous en avais parlé, donc que nous devions en fait vous présenter. Et finalement, nous avons décidé de ne pas présenter ce texte pour des raisons que vous pouvez peut-être découvrir si vous le lisez. Mais nous avons envisagé de faire une autre lecture commune, plus classique, et nous l'avons commencé. Il s'agit donc je crois que je l'ai dit, hein, il s'agit de Belle Amie de Maupassant, du roman Belle Amie de Maupassant, c'est son deuxième roman, et nous le lisons. Nous devrions terminer sa lecture en fin de semaine et présenter une lecture commune. Alors, là aussi, il va y avoir un peu de nouveau. Je vais essayer de mettre en place avec Gilles un nouveau format en fait pour présenter les lectures communes. Et donc, je vous dirai pas grand-chose aujourd'hui. Ça sera une surprise à découvrir. Théoriquement, ça devrait arriver assez vite parce que Belle Amie, hein, Maupassant, ça se lit très très bien si vous en lisez un peu. Vous savez que c'est un excellent auteur et que sa plume est extrêmement fluide. Et donc là, nous avançons très bien. Alors, il y a une petite remarque que je voudrais quand même faire. J'avais cet exemplaire donc au livre de poche. Et en fait, c'est écrit tout petit, et tellement petit que pour le confort de lecture, ce n'est pas très agréable. Donc, j'en ai racheté un autre, et j'ai bien fait parce qu'en fait j'ai trouvé donc une édition plus scolaire, une édition donc classique lycée de Belle Amie, qui est écrite, c'est un peu plus copieux évidemment, mais c'est écrit en plus grand, et en plus il y a un élément intéressant, c'est que dans les bas de page vous avez des notes sur un certain nombre de mots, ou de situations, par exemple la situation politique du moment, donc qui explique. Donc bien sûr c'est un usage, donc c'est destiné à des scolaires, enfin des lycéens, donc ce sont des scolaires quand même. Donc il y a besoin d'expliquer un certain nombre de choses. Donc il y a aussi des explications sur le sens des expressions ou des mots, d'autant plus que c'est un texte qui date du 19e siècle, hein, puisque je crois qu'il est sorti en 1885, et par conséquent, il y a un certain nombre de tournures, de mots qui ne sont plus utilisés aujourd'hui et qui sont expliqués dans ce livre. Donc je suis content parce que c'est vrai qu'il y a certains mots, certaines expressions, on se demande ce que ça signifie, et c'est bien d'avoir une petite explication. Donc je me suis lancé dans la lecture de cette édition-là, et donc actuellement on n'est pas encore tout à fait à la moitié, mais pas loin, puisque donc vous verrez, hein, c'est en 2 parties, et nous terminons la première partie là. Mais je vous en reparlerai à l'occasion de cette lecture commune que je vous présenterai prochainement. Voilà pour la lecture commune. Alors, il y a quelque chose que nous avons aussi décidé de faire avec Gilles, c'est de faire régulièrement, tous les mois ou tous les 1 mois et demi, une lecture commune. Donc c'est une idée qui peut aussi être intéressante, hein, d'avoir comme ça de mettre en place une espèce de rendez-vous lecture commune. Et bon, nous allons tester ça, et nous allons tester tout ça. Donc il y aura du nouveau en lecture commune, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Alors, pour terminer, donc cette petite intervention impromptue, hein, que j'improvise sur le tas là parce que j'ai un petit peu de temps,
Je vais également vous parler des lectures en cours ou des lectures terminées que je mène. Alors, depuis quelque temps, j'ai laissé un peu de côté les romans d'épouvante, de fantastique, mais je vais là y revenir parce que ça me manque. Et puis surtout, comme je vais me remettre à écrire, j'aime bien écrire en lisant aussi de l'épouvante. Mais bon, alors voilà ce que j'ai lu. D'abord, j'ai lu un roman de Jean Telet, Crénon Baudelaire. Alors, Crénon Baudelaire, donc en fait, eh bien, c'est assez simple à deviner, hein. C'est une biographie romancée écrite par Jean Telet sur la vie de Baudelaire. Alors, c'est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez Jean Telet, et c'est pas la première fois qu'il se lance dans la biographie romancée. Alors, je crois que je vais vous lire. Donc, il a déjà fait Rimbaud, Verlaine, Villon et donc maintenant Baudelaire. Baudelaire qui est le dernier, hein, qui date de, je crois c'est 2020, je vais vérifier. Oui c'est ça, 2020. Donc 2020, Crénon Baudelaire. Alors la quatrième de couverture nous explique, donc si l'œuvre éblouit, l'homme était détestable. Donc là, c'est un choix éditorial, hein, assez clair et net. Charles Baudelaire, donc choix éditorial lié un peu à la personnalité de Baudelaire, bien sûr, mais aussi à la personnalité de l'auteur. Donc Charles Baudelaire ne respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l'approchaient les pires insanités, drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime. Bon, les fleurs du mal, quoi. Alors, je m'arrête là. Oui, c'est vrai que là, l'image de Baudelaire qui transparaît dans ce roman, c'est vrai que ça en fait un type complètement out, complètement déglingué, complètement qui, qui, qui n'est pas du tout, qui ne vit pas du tout dans la réalité, quoi. Et bien sûr, on sait que réellement c'était un dandy, on sait que réellement il aimait traîner dans les cabarets, il consommait évidemment. Donc il y a même tout un livre, hein, qu'il a écrit qui s'appelle Les paradis artificiels de l'alcool, mais aussi du hashish, mais aussi de l'opium, mais enfin bref, voilà. Donc ils ont choisi cet axe-là, sans doute lié aussi à l'approche de Jean Telet. Et moi, personnellement, bon, ce roman, je l'ai lu pour une raison, c'est que je lis un certain nombre de choses sur Baudelaire et c'est lié, mais ça je ne vais pas vous en parler, c'est lié à mon projet de roman, donc je ne vous dirai rien pour l'instant en tout cas. Et donc j'ai besoin de lire un certain nombre de choses sur Baudelaire, des biographies, mais aussi des ouvrages historiquement valides, mais aussi donc j'ai besoin d'un tas d'éléments concernant Baudelaire, mais pas seulement que Baudelaire. Pour ce roman, j'ai également besoin d'un certain nombre d'éléments concernant un autre auteur hyper connu qui s'appelle Orwell, hein, l'auteur de George Orwell, 1984, donc que j'aurais aussi à lire. Mais voilà, donc c'est un roman qui m'a plu, mais je trouve qu'il y avait... Alors, l'auteur l'aborde, ça transparaît, bien sûr, ça traverse tout le roman, mais à mon sens, ça aurait mérité d'être plus mis en valeur. C'est l'histoire entre Baudelaire et Jeanne Duval, son amante qu'il a côtoyée pendant des années, et d'ailleurs, son amante qui était malade, hein, de la syphilis, qui lui a transmis d'ailleurs. Et donc voilà,
je trouve qu'il est dommage, parce qu'elle a extrêmement influencé Baudelaire dans l'écriture. Donc vous avez dans Les Fleurs du Mal un certain nombre de poèmes hein, qui, euh, qui évoquent Jeanne Duval ou qui sont des hommages à cette... alors je crois que c'était une métisse, elle était grande, d'ailleurs il y a un poème qui s'appelle La Géante qui lui est consacré. Donc elle c'était une grande femme, bon, mais là, voilà. Donc Jean Telet parle de cette histoire, mais il en fait quelque chose d'un peu trash. Alors si vous aimez les choses un peu trash et comment dire, les visions un peu voilà borderline des auteurs et tout, si vous aimez ce genre, hein, c'est un genre. Hein, eh bien, Crénon Baudelaire je vous le conseille, il se lit très très facilement et très bon, comme souvent avec Jean Telet, hein, c'est écrit d'une manière extrêmement fluide et voilà et donc on suit l'histoire de Baudelaire, bon, qui est une histoire un peu qui a des aspects un peu sordides, mais je ne vais pas revenir sur son histoire. Hein. Je vous invite à prendre connaissance de sa biographie. Ah oui. Oui, attends, pose-toi ça, tu vois. Bon, je le pose parce que le fait de lire Crénon Baudelaire a quand même eu une conséquence importante pour moi, c'est que ça m'a donné envie de me replonger, dans Les Fleurs du Mal. Or, j'avais une vieille édition un peu pourrie. Et donc j'ai décidé en fait pour le relire de m'offrir une belle édition et surtout l'édition de 1861 avec les 6 poèmes qui ont été interdits. Hein. Vous savez que bon, au moment où Les Fleurs du Mal sont sortis, il y a eu un procès et que 6 des poèmes du recueil ont été interdits à la publication. Et en fait, quand on achète aujourd'hui des recueils des Fleurs du Mal dans des souvent l'édition n'est pas complète, c'est-à-dire que ces 6 poèmes ont été retirés mais n'ont pas été réintégrés. Donc il faut bien vérifier que on a Les Fleurs du Mal en intégrale, sinon il risque de manquer ces 6 poèmes. Donc j'ai trouvé une édition qui est sortie cette année, hein, que je vous conseille, qui est une très belle édition. Alors je vérifie, édition Hauteville, et Hauteville, je crois que c'est chez Brajlon, je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Bon, enfin bref, voilà. Donc une très belle édition avec donc couverture cartonnée. À l'intérieur, eh bien, vous voyez, on a aussi donc une couverture intérieure, une page intérieure qui sont elles-mêmes décorées, dessinées. On a en première page, ou dans les premières pages, voilà, on a donc ça c'est le dessin de Baudelaire, c'est Baudelaire qui a dessiné, enfin c'est une reproduction alors il a reproduit justement, il a dessiné Jeanne Duval, c'est Jeanne Duval, si je ne m'abuse. Vous voyez, c'est lisible. Oui, portrait de Jeanne Duval, voilà, que Charles Baudelaire, par Charles Baudelaire et machin, enfin bref, c'est bien le portrait de Charles Duval dessiné par Baudelaire. Et donc vous avez tous les poèmes, bien sûr, hein, numérotés, alors il y en avait une centaine, un peu plus d'une centaine, et à la fin, donc je reviens pas, hein, ça c'est... je crois que c'est en lycée qu'on fait Baudelaire, Les Fleurs du Mal, ou peut-être même, oui, ça doit être en lycée. Enfin, je vais pas faire un cours, ça n'a aucun intérêt. Donc, dans cette édition, vous avez à la fin, vous avez les pièces qui ont été interdites. Je vais essayer de trouver ça. Donc, ouais, c'est ici. Voilà, les pièces condamnées. Les pièces condamnées.
donc qui sont ajoutés à la fin. Donc vous avez bien l'édition intégrale de 1861, sachant qu'il y a eu une deuxième édition qui a suivi peu de temps après et dans laquelle ont été placés de nouveaux poèmes. Bon, voilà, moi je vous laisse celle-là et c'est vraiment c'est vraiment un immense plaisir de me replonger. Voilà, La Géante dont je veux parler. Donc, par exemple, vous avez un certain nombre de poèmes comme celui-là, hein, La Géante, qui sont consacrés à Jeanne Duval, qui était vraiment l'amante pendant très longtemps de Charles Baudelaire. Voilà. Le fait de lire Crénon Baudelaire, voilà, ça m'a donné, parce que dans Crénon Baudelaire, finalement, on parle, enfin, Gentelet parle un petit peu des poèmes, mais surtout pour les rattacher aux situations narratives qu'il développe. Et il ne parle pas tellement de l'auteur en tant que poète, en fait. Il parle plutôt de l'auteur en tant que, voilà, que garçon un peu paumé et déglingué, qui erre et qui se cherche, quoi, qui cherche la stabilité, qui est pauvre aussi, hein, puisque vous savez, je pense que Baudelaire donc, a hérité de son père et d'une fortune importante, mais je crois en 18 mois, il en a dépensé la moitié. Du coup, il a été placé sous tutelle et il ne pouvait plus gérer son argent, enfin claquer son argent, lui il ne le gérait pas. Et c'est quelqu'un qui gérait en fait, et il n'avait plus, je crois que, alors, 200 francs de l'époque par mois, ce qui est pas grand-chose, ce qui est presque rien. Il avait à peine de quoi se loger, quoi. Enfin, je passe. Donc voilà, Gentelet, Crénon Baudelaire, si vous ne savez pas quoi lire, ça se lit très facilement. Bon, c'est sans doute pas le meilleur livre de Gentelet, hein, mais c'est agréable quand même à lire, malgré le côté sombre. Alors j'ai lu plutôt également un autre livre. Là c'est pour des raisons historiques en fait, parce qu'il me manquait de précision. Et parce qu'on a parlé de ça il y a pas longtemps, avant les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, tout le monde a disparu, enfin le monde en France. Et avant les Jeux Olympiques, on entendait parler pas mal d'un moment historique de la France. C'est Vichy. Vichy et Pétain, bien sûr. Donc, je me suis dit, ça serait bien que, parce que j'ai, bien sûr, comme tout le monde, je sais ce que c'est, hein, les 4 ans d'occupation française entre 1940 et 1944. Tout le monde connaît, avec le gouvernement Vichy, tout le monde sait ça. Mais j'avais besoin de connaître un peu mieux les rouages, et en particulier donc de savoir quel avait été le lien entre le gouvernement de Vichy et le gouvernement, enfin les nazis, le gouvernement nazi, et de savoir finalement quel avait été le rôle de la France là-dedans. Alors bien sûr, on sait à quel point le gouvernement de Vichy a été collaborationniste, et à quel point donc il s'est plié en fait aux exigences de l'Allemagne. Et j'ai appris par exemple dans cet ouvrage historique, alors de Claude Quetel, Vichy, vérité et légende. En fait c'est ça qui a attiré mon attention. Je me suis dit vérité et légende, oui c'est vraiment ça quoi. J'ai besoin de faire la part des choses. Donc c'est pour ça que je me suis enquéri de ce livre. Et effectivement, donc on apprend que, eh bien, en fait, Pétain avait en fait un projet qu'il appelait Révolution nationale, qui voulait, qui aurait été une sorte de projet, patriotique, nationaliste, mais indépendant de l'Allemagne nazie.
Alors, évidemment, on apprend que les nazis, Hitler, tout ça n'en avait rien à faire. Et eux, ils voyaient la France comme un grenier. En fait, on découvre que la France a contribué à nourrir l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'une grande partie de la production agricole partait en Allemagne pour nourrir les Allemands. Et en France, au contraire, les gens mouraient de faim, en gros. Ils étaient affamés. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu aussi le STO, le travail obligatoire. Je crois qu'il y a eu plus d'1 million de Français qui ont été obligés de travailler, de partir en Allemagne, de travailler dans les usines allemandes pour donc alimenter, par exemple, les productions militaires pour la guerre, par exemple. Donc là aussi, donc il y a eu la déportation, bien sûr, mais il y a eu la déportation des Juifs, mais pas que des Juifs. Il y a eu également la déportation de communistes, enfin, de résistants, enfin bref. En fait, on découvre quand même que le gouvernement Pétain était complètement au service de l'Allemagne nazie, complètement. Et lui obéissait au doigt et à l'œil, c'est ça qu'on peut dire. Malgré, Pétain était âgé, je crois qu'il avait déjà 84-85 ans quand il est venu à la tête de l'État français en 1940. Et donc son projet, en fait, oui, on lui disait, oui, ok, mais en fait, c'était surtout son premier ministre. Alors, je crois que c'est Pierre Laval, il s'appelle. Donc, qui lui était beaucoup plus. Je crois qu'il a dit un truc du genre, j'espère que l'Allemagne va gagner la guerre, un truc comme ça. Donc, en fait, lui, il était vraiment pro-nazi. Alors que Pétain était plutôt nationaliste et patriote. Bon, voilà, c'était très instructif. Si vous voulez en savoir, je vous disais ça parce que, en fait, on a entendu avant les Jeux Olympiques, moi, le déclencheur, ça a été quand le président au pouvoir, là, Macron, a dit qu'il fallait en quelque sorte restaurer, réhabiliter le maréchal Pétain. Et donc ça m'a paru un peu étrange parce que jusqu'à présent on entendait le contraire. Surtout, il faut au contraire le mettre sous le boisseau, quoi. Ne pas en parler et l'oublier, même si c'est possible, même si à ce moment de l'histoire de France, on peut difficilement l'oublier. Donc c'est cette contradiction, ce changement de discours officiel médiatique qui m'a incité à approfondir par moi-même un peu mes connaissances. Et quand on lit ça, bon, évidemment, après, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut, même si Pétain peut avoir je dirais pas des excuses, mais des explications. Ça ne suffit pas. Franchement, ça ne suffit pas parce qu'il était quand même conscient de ce qu'il faisait. Voilà, c'était complètement raisonnable, enfin raisonné plutôt. Ses choix, sa politique et sa mise au service de l'Allemagne. Alors, il disait bien sûr que c'était le moindre mal, que plutôt que d'avoir un massacre, une guerre totale et un massacre en France, il valait mieux collaborer et pour limiter en fait les influences négatives. C'est ce qu'il a dit. Bon, De Gaulle disait le contraire, il disait exactement non, au contraire, il faut résister, il faut se battre. Alors, à vous de vous faire un avis, mais en tout cas, si vous voulez connaître un peu plus précisément la mécanique du régime de Vichy, je vous le conseille, c'est un bon livre, c'est un bon texte. Vous apprendrez plein de choses. Alors, je voulais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un petit marque-page là, je voulais, parce que quand même, il y a beaucoup, il nous reste beaucoup de choses du régime de Vichy. Je crois que j'en ai relevé, voilà. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais bon,
tout le monde, ou pratiquement tout le monde, sait que, par exemple, la fête des mères a été mise en place sous le régime de Pétain. Alors, bon, la fête des mères, je vous lis juste la petite phrase, la fête des mères instituée officiellement le 25 mai 1941 s'inscrit dans cette politique nataliste. Alors évidemment, il y avait tout un projet de politique avec travail, famille, patrie. Donc la famille était au centre, il fallait faire des enfants, etc. Bon, enfin bref, là je vous invite à aller voir plus en détail la politique de ce régime. Donc là, la fête des mères a été instituée comme fête officiellement le 25 mai 1941, mais c'est pas tout. Ça c'est celle dont on entend le plus parler. Mais il y a plein de trucs. Alors je vous lis pas tout non plus, mais juste pour vous donner. Moi je revenais pas non plus. Donc dans un inventaire à la Prévert, on se contentera d'énumérer la création donc, de la police nationale, du Conseil national de l'ordre des médecins, celle du service national des statistiques, donc l'INSEE, hein, enfin ça s'appelait pas l'INSEE au début, hein, ça s'appelait SNS, c'est devenu l'INSEE en 1946. Celle donc du numéro de sécurité sociale, de la médecine du travail et du médecin inspecteur du travail. Et ce n'est pas tout, puisqu'il faut y ajouter la fondation de l'hôpital public. C'est incroyable tout ce qui vient du régime de Vichy. Donc la création du titre de meilleur ouvrier de France, le rugby à 15, le menu à prix fixe, l'épreuve sportive obligatoire au baccalauréat, donc, etc. Là, je m'arrête là. Voilà, donc il y a plein de trucs en fait qui viennent de là, qui ont été créés là et qui ont été, alors plus ou moins, bon, évidemment modifiés par la suite. Bon, j'ai lu ça, très instructif. Et là, c'était juste à titre de culture personnelle. J'avais besoin de savoir, Ensuite, les lectures en cours. Comme je vous le disais, eh bien, en ce moment, je n'ai pas de lecture d'épouvante en cours. J'ai 2 petits romans. Alors, il y en a un qui est très connu, hein, qui a fait un carton, et depuis, il y en a toute une série. Donc, voilà, je me suis mis à lire les gens heureux lisent et boivent du café. Alors, bon, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'est l'histoire. Alors, je suis à peu près à la moitié, mais c'est clairement l'histoire d'un deuil. En fait, c'est une jeune femme qui perd donc sa fille, qui a 5 ou 6 ans, et son mari. En même temps tous les deux dans un accident de voiture et qui, suite à ça, évidemment, eh bien, ce texte raconte en gros comment elle va vivre, comment elle va faire pour vivre son deuil et s'en sortir. Alors, je suis à la moitié. Je trouve que c'est pas mal. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur que le style, par exemple, soit un peu soit pas rigoureux, soit pas bien tenu, mais en fait non, ça se lit très bien, très très bien. D'ailleurs, ça a été un énorme succès, hein. Je sais plus si on le dit. Bon, enfin bref, ça a été un énorme succès. Je vois pas. C'est pas écrit. Bon, peut-être à l'intérieur. Oui, immense succès, mais bon, il n'y a pas de chiffres qui sont donnés, mais il y a eu plusieurs millions de lecteurs. Donc, et ça a entraîné, je pense qu'elle en sort, ça c'est 2013, et elle doit en sortir à peu près un par an maintenant depuis ce succès. Donc voilà, mais je trouve c'est pas mal.
Ça vaut le coup de le lire. En plus, c'est un petit roman, hein, c'est assez court. Ça fait, euh, Ça fait même pas 200 pages, ça fait 190 pages. 190 pages. Donc, chez Pocket, en poche, là. Et c'est vraiment facile à lire. Donc, si vous. Bon, après, l'histoire n'est pas forcément très joyeuse. Alors, c'est un accident de voiture, là, qui tue son mari et sa fille. Donc, l'accident de voiture arrive dès le début du texte. Et évidemment, ensuite, ce qu'on suit, on suit la narratrice à travers toutes ces étapes toutes ces étapes du deuil. Voilà, je lis ça et alors pas dans le même genre, mais on est dans quelque chose qui peut ressembler plus ou moins aux gens heureux. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les gens heureux lisent et boivent du café. C'est en fait, bon, la narratrice avait un café littéraire et qui s'appelait comme ça, et donc qu'elle va laisser, qu'elle va quitter pour un certain temps, et elle va en laisser la gestion à son associé. Voilà, ça c'est le nom de ce café littéraire où elle travaillait, qu'elle avait fondé, hein, c'est elle qui l'a créé, et c'est là qu'elle travaillait. Et suite à cet accident, donc ça lui évoque beaucoup trop de souvenirs de sa fille et de son mari, et donc elle va quitter ça. Voilà. Alors, je vous disais dans le même ordre, mais là je viens à peine de commencer. Donc je lis un autre petit roman de Caroline Lamarche qui s'appelle La fin des abeilles. Mais cette fois, alors, bon, je suis tout au début, hein, là, mais cette fois, donc, c'est plutôt c'est une narratrice, encore une fois, mais qui parle plutôt euh, qui accompagne en fait sa mère jusqu'à la fin. Voilà. Ça raconte cette relation avec sa mère jusqu'à la fin. D'après ce que j'ai pu comprendre. Ah, moi, je n'ai lu que 16 pages. Donc, vous voyez, je suis vraiment au tout début. Mais pareil, quoi, c'est un roman qui, pareil, 180 pages, très court, très facile à lire. Voilà, après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du style, tout ça, je ne sais pas trop, puisque là, je suis vraiment au début. Bon, écoutez, j'ai beaucoup bavardé, et maintenant que je regarde plus que je n'ai plus de chronomètre, je ne sais pas, alors, ça m'inquiète encore, enfin, ça m'inquiète. Je me demande encore combien de temps j'ai parlé, je n'en sais rien. J'ai choisi, c'est vraiment l'opposé du chronométrage, j'ai choisi cette fois vraiment la roue libre. Je n'aime plus d'horaire du tout, donc je ne sais pas. Alors je vais vous laisser là, et je vais vous dire à bientôt, et je pense que vous découvrirez vite le nouveau format de lecture commune que nous sommes en train de mettre au point avec Gilles pour la prochaine, et donc pour Bel Ami en fait. Ça se mettra en place pour Bel Ami. Voilà. Au revoir les amis.